Avez-vous déjà observé quelqu'un agir d'une manière qui vous semblait totalement déconnectée de son caractère habituel, en particulier dans des situations de pouvoir? Un collègue généralement doux devient soudainement autoritaire après une promotion, ou un ami calme devient agressif dans une discussion animée. Ces transformations peuvent être déconcertantes, mais Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, offre une vision fascinante de la psychologie du pouvoir qui explique ce phénomène. Son travail éclaire comment les systèmes complexes, qu'il s'agisse d'institutions ou de dynamiques sociales, peuvent révéler des aspects cachés de notre psyché et influencer notre comportement de manières inattendues. Plongeons plus profondément dans le concept d'ombre, car il est fondamental pour comprendre les dynamiques de pouvoir. Jung a soutenu que l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle représente simplement les aspects de nous-mêmes que nous avons cachés pour diverses raisons, à la fois à nous-mêmes et au monde. Il peut s'agir de traits que la société considère comme indésirables, tels que l'agressivité, l'égoïsme ou la paresse. Ou il peut s'agir de qualités positives que nous avons appris à supprimer, telles que l'assurance, la créativité ou la vulnérabilité. Imaginez un enfant qui est constamment critiqué pour son enthousiasme exubérant. Au fil du temps, il peut apprendre à supprimer cet enthousiasme, le reléguant dans l'ombre. En tant qu'adulte, il peut apparaître calme et réservé, mais sous la surface, l'énergie réprimée de cet enthousiasme continue d'exister. Maintenant, comment cela se rapporte-t-il au pouvoir? Lorsque des individus accèdent à des positions de pouvoir, la pression de maintenir cette position peut intensifier leur peur d'exposer leurs faiblesses. Cela peut conduire à une surcompensation. Ils peuvent projeter leurs propres qualités d'ombre sur les autres, les voyant comme des ennemis ou des subalternes à contrôler. Le même enfant, désormais adulte, désormais dans une position de pouvoir, peut devenir excessivement critique envers les autres qui font preuve d'enthousiasme, les percevant comme immatures ou non professionnels. En fait, il voit en eux une réflexion de sa propre ombre réprimée, ce qui déclenche une réaction négative. De plus, le pouvoir lui-même peut agir comme une sorte de sérum de vérité, faisant remonter les qualités d'ombre à la surface. Les contraintes de la vie quotidienne, qui nous aident normalement à garder nos impulsions sous contrôle, peuvent être affaiblies par le pouvoir. Pensez à des célébrités ou à des politiciens dont le comportement s'effondre sous les projecteurs de la célébrité. Le pouvoir peut amplifier les traits préexistants, rendant les individus plus susceptibles de céder à leurs tendances d'ombre, qu'il s'agisse de cupidité, de colère ou de soif de contrôle. Il est important de noter que l'ombre n'est pas toujours destructrice. Jung a soutenu qu'intégrer notre ombre, c'est-à-dire en prendre conscience et l'accepter comme faisant partie de nous-mêmes, est essentiel à l'individu. Cela peut conduire à une plus grande conscience de soi, à l'empathie et à la créativité. Pour ceux qui détiennent du pouvoir, l'intégration de l'ombre peut les aider à exercer ce pouvoir de manière plus responsable et éthique. Elle leur permet de reconnaître leurs propres faiblesses et de travailler avec elles de manière constructive, plutôt que de les projeter sur les autres. Enfin, comprendre l'ombre est essentiel pour analyser les dynamiques de pouvoir non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Les groupes, les organisations et même les nations entières peuvent avoir des ombres collectives qui représentent les aspects négatifs de leur histoire ou de leur identité qu'ils préfèrent ignorer. Ces ombres collectives peuvent se manifester sous forme de préjugés, de discrimination ou de conflits. En reconnaissant et en abordant ces ombres collectives, nous pouvons créer des sociétés plus justes et plus équitables. Passons maintenant à l'inflation de l'ego, un autre concept clé de Jung qui éclaire la psychologie du pouvoir. L'inflation de l'ego se produit lorsque notre sentiment d'identité est trop étroitement lié à un rôle, un titre ou une position sociale particulière. En substance, nous devenons gonflés d'une importance artificielle. Cela est particulièrement fréquent chez les personnes qui détiennent du pouvoir, car leur position leur confère souvent prestige, admiration
et un sentiment de contrôle. Imaginez un cadre d'entreprise récemment promu à un poste de direction. Il commence à s'identifier fortement à son nouveau titre et à l'autorité qui l'accompagne. Ses opinions deviennent immuables, il s'attend à une déférence constante et rejette les critiques. Son sens de soi est si imbriqué dans son rôle qu'il perd le contact avec qui il est en dehors de celui-ci. C'est l'inflation de l'ego en action. L'un des dangers de l'inflation de l'ego est qu'elle crée une déconnexion de la réalité. L'individu gonflé devient isolé de la critique, incapable de voir ses propres défauts ou les conséquences de ses actes. Il peut s'entourer de flatteurs qui renforcent son sens gonflé du moi, perpétuant ainsi le cycle. Cette distorsion de la réalité peut conduire à de mauvaises décisions, à des abus de pouvoir et, en fin de compte, à une chute spectaculaire. L'inflation de l'ego rend également l'individu extrêmement vulnérable aux critiques et aux menaces à son ego. Toute remise en question de son autorité ou de son statut est perçue comme une attaque personnelle. Cela peut conduire à un comportement défensif, à la paranoïa et même à l'agression. Ils peuvent voir des ennemis partout, constamment engagés dans une lutte pour protéger leur image gonflée d'eux-mêmes. Il est important de noter que l'inflation de l'ego n'est pas limitée aux puissants. Elle peut se produire dans n'importe quelle situation où un individu investit trop de son identité dans un rôle ou une identité particulière. Pensez au parent qui vit par procuration à travers les réalisations de son enfant ou à l'activiste dont tout l'être est consommé par une cause particulière. L'antidote à l'inflation de l'ego, selon Jung, est l'individuation. C'est le processus de devenir un individu complet, conscient et intégré. Cela implique d'affronter sa propre ombre, d'accepter ses faiblesses et de développer un sens de soi qui ne dépend pas des facteurs externes. Pour ceux qui détiennent du pouvoir, l'individuation est essentielle pour exercer ce pouvoir avec sagesse, humilité et une compréhension des limites de leur propre ego. C'est le voyage de la connaissance de soi, un voyage qui nous oblige à affronter nos démons intérieurs et à émerger avec une plus grande conscience de qui nous sommes vraiment. Cela nous amène à un autre concept clé de Jung, les archétypes. Ayant exploré l'inflation de l'ego, tournons-nous maintenant vers un autre aspect fascinant de la psychologie jungienne, les archétypes. Jung a postulé que notre inconscient collectif, un réservoir d'expériences humaines partagées, contient des images et des modèles primordiaux appelés archétypes. Ces archétypes ne sont pas des figures littérales, mais plutôt des empreintes ou des prédispositions psychologiques qui façonnent nos perceptions et nos comportements. Ils sont les langages symboliques de l'âme, apparaissant dans les mythes, les rêves et même dans notre vie quotidienne. En ce qui concerne les dynamiques de pouvoir, certains archétypes entrent en jeu de manière particulièrement importante. Prenons par exemple l'archétype du souverain. Cet archétype représente l'ordre, le contrôle et l'autorité. Il est souvent projeté sur les personnages d'autorité tels que les dirigeants politiques, les PDG ou même les parents. L'archétype du souverain peut nous inspirer à respecter et à suivre les dirigeants forts, mais il peut aussi conduire à une obéissance aveugle et à une idolâtrie. D'un autre côté, nous avons l'archétype du rebelle. Cet archétype représente le désir de liberté, d'indépendance et de défi à l'autorité. Il peut être incarné par des figures révolutionnaires, des activistes ou toute personne qui remet en question le statu quo. L'archétype du rebelle peut conduire à des changements sociaux positifs, mais il peut aussi se manifester par la rébellion pour elle-même, sans but constructif. L'interaction de ces archétypes dans les dynamiques de pouvoir peut être tout à fait fascinante. Par exemple, un chef fort peut incarner l'archétype du souverain, inspirant la loyauté et le respect. Cependant, si ce chef devient tyrannique, l'archétype du rebelle peut être activé dans la population, conduisant à la résistance et à la révolte. Un autre archétype important est celui du magicien. Cet archétype représente la transformation, l'innovation et le pouvoir des idées.
Dans le contexte du pouvoir, le magicien peut être un leader visionnaire qui inspire le changement et la croissance, ou il peut être un manipulateur qui utilise le charisme et la tromperie pour ses propres fins. Pensez aux chefs d'entreprise qui utilisent des campagnes de marketing innovantes, ou aux politiciens qui mobilisent le public avec une rhétorique convaincante. La clé pour comprendre les archétypes est de se rappeler qu'il ne s'agit pas de figures statiques. Ils sont des forces dynamiques qui peuvent être exprimées de manière positive ou négative, selon l'individu et le contexte. De plus, nous pouvons tous incarner différents archétypes à différents moments de notre vie. Nous pouvons être le souverain au travail, le rebelle à la maison et le magicien dans nos activités créatives. En reconnaissant ces forces archétypales en jeu, nous gagnons une compréhension plus approfondie des dynamiques de pouvoir. Nous pouvons voir comment ces modèles anciens façonnent nos comportements, nos relations, et même les récits plus larges que nous nous racontons sur le pouvoir, le leadership et le changement. Cela nous permet d'analyser les situations avec une plus grande sophistication et d'interagir avec le pouvoir d'une manière plus consciente et efficace. Maintenant, élargissons notre perspective pour examiner comment les systèmes complexes eux-mêmes jouent un rôle dans la psychologie du pouvoir. Jung a soutenu que les groupes, les organisations et les sociétés possèdent une sorte d'inconscient collectif qui peut influencer le comportement des individus qui s'y trouvent. Pensez-y comme à la psyché du groupe, un réseau invisible de croyances, de valeurs et d'émotions partagées qui façonnent les actions de ses membres. Dans les systèmes complexes, les dynamiques de pouvoir ne sont pas simplement une question de relations individuelles, mais sont également profondément influencées par la psyché du groupe. Cela peut conduire à des phénomènes tels que la pensée de groupe, où le désir d'harmonie et de conformité prime sur la pensée critique et la pensée indépendante. Les individus peuvent se taire sur leurs doutes ou leurs préoccupations par peur de perturber le groupe ou d'être ostracisés. Considérez par exemple le cas d'une entreprise où la culture valorise l'agressivité et la prise de risque. Les employés peuvent se sentir obligés de se conformer à ces valeurs, même s'ils ont des réserves personnelles sur des décisions ou des actions particulières. La psyché du groupe peut exercer une puissante influence, encourageant la conformité et supprimant la dissidence. Un autre aspect important des systèmes complexes est la façon dont ils distribuent le pouvoir. Les structures hiérarchiques, par exemple, peuvent créer des gradients de pouvoir abrupts, avec quelques individus au sommet détenant une influence disproportionnée sur ceux qui se trouvent en bas. Cela peut conduire à un déséquilibre du pouvoir, où les dirigeants sont coupés des préoccupations et des perspectives de ceux sur qui ils exercent le pouvoir. Les systèmes complexes peuvent également créer des boucles de rétroaction qui renforcent les modèles de comportement existants. Par exemple, si une organisation récompense constamment les comportements agressifs, cela créera une culture où l'agression est considérée comme la norme. Cela peut conduire à un cercle vicieux où les comportements négatifs deviennent enracinés dans la psyché du groupe, ce qui rend difficile leur changement. Comprendre la dynamique des systèmes complexes est essentiel pour naviguer dans les paysages du pouvoir. Il ne suffit pas d'analyser le comportement des individus, nous devons également examiner le contexte dans lequel ils agissent. En reconnaissant l'influence de la psyché du groupe, la distribution du pouvoir et les boucles de rétroaction, nous pouvons obtenir une compréhension plus nuancée des défis et des opportunités qui se présentent à nous dans des contextes complexes. Cela nous amène à explorer comment nos préférences individuelles, telles que l'introversion et l'extraversion, interagissent avec ces systèmes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.